Très bien, on vient de lancer le chronomètre pour cette soirée. Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. Aujourd'hui, alors avec une thématique qui paraît assez difficile et longtemps peut-être invisible ou invisibilisée, plutôt invisible dans les premiers temps, et qui est reconnue maintenant comme vraiment un objectif prioritaire, hein. C'est le sous-titre de la première diapo. Euh, pour commencer, je me présente, Bérénice Mercier. Moi, je suis médecin généraliste dans le Finistère et je travaille également au CHEM, que vous connaissez peut-être un petit peu, donc une association de formation continue qui s'adresse aux médecins généralistes, mais désormais pas que. Depuis un certain nombre d'années maintenant déjà, on propose des formations aux pharmaciens, aux kinés, aux podos, aux infirmiers, à quelques spécialités médicales également et plus récemment, à des, sages-femmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui aussi on s'est posé cette question-là, que nous, en tant que médecins généralistes, on était, maintenant plutôt sensibilisés à, la thématique des 1000 premiers jours et les 1000 premiers jours, eh bien, ça commence, ça commence très tôt et avec cette période, qui, on va dire, où il y a un certain passage vraiment très particulier entre la maternité, le retour à la maison, le changement de rythme, le chamboulement de la conjugalité, les changements dans le corps, les interactions avec le nouveau-né, les questions, le quotidien, ça fait beaucoup de choses. Et moi, en tout cas, je me suis dit qu'en tant que médecin généraliste, parfois, ben, on était un peu pris dans les vaccins et focalisé sur le bébé. Et parfois, on s'arrêtait, on se disait, mais vous, comment vous allez? On s'aperçoit que ça pouvait être, voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de mettre le sujet sur la table, surtout que maintenant c'était une thématique, un sujet plutôt reconnu, qui est avec normalement, enfin notamment avec la valorisation de l'entretien postnatal. Et puis évidemment, bah, pour les sages-femmes et les psychiatres peut-être qui sont avec nous ce soir, je pense qu'on va avoir plein de choses à apprendre et à échanger. Je vous laisse Marie-Noël, Coralie et Véronique vous présenter et puis travailler euh, présenter le résultat de votre travail. Marie-Noël, est-ce que tu veux commencer comme tu es Oui, en tête d'accord. sur... Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Marie-Noël Vacheron. Je suis psychiatre à l'hôpital et je suis donc très intéressée par tout ce qui est périnatalité, prévention des troubles psychiatriques au moment de ce temps de la grossesse et du postpartum. Et donc, c'est ainsi que j'ai rejoint l'équipe d'abord des assesseurs, parce qu'on va vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, et puis ensuite en tant qu'experte pour évaluer tous les suicides de cette période de la périnatale, donc de la grossesse à 1 an du postpartum. Voilà. Alors, bah, je prends la suite ou Véronique, tu veux... Moi, Vas-y, je suis vas-y. Coralie Chiesa, je suis sage-femme hospitalière et sage-femme aussi enseignante dans un département de maïeutique, donc à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Je fais partie donc du comité d'expertise aussi de l'enquête nationale sur les morts maternelles depuis 5 ans maintenant, après avoir participé à la coordination avant de rentrer dans le comité d'experts. Voilà, je suis ravie d'être là pour vous présenter cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Bonjour, donc je suis Véronique Tessier, je suis sage-femme également, retraitée. Et histoire de m'identifier, je suis d'Île-de-France. Comme vous voyez dans mon fond d'écran, j'ai une carrière de sage-femme hospitalière et j'ai participé au tout début comme assesseur pour cette enquête, puis comme expert une petite dizaine d'années dans le comité national d'experts sur la mortalité maternelle et donc dans lequel par groupe, chaque expert participe à la rédaction d'un chapitre sur un sujet. Et donc c'était avec Marie-Noël et Coralie dans le dernier rapport qui est paru en avril 2024 sur cette thématique des suicides.
Et puis j'ai, après ma retraite, un peu travaillé et aidé cette équipe qui enquête sur ces morts maternelles. Et donc voilà, maintenant je suis complètement retraitée et je suis ravie de pouvoir partager ces données avec vous. Donc on va commencer. Diapo, Coralie, peut-être, pour qu'on commence. Voilà. Alors on voulait d'abord vous présenter pourquoi la mort maternelle en particulier, et c'est ce que les épidémiologistes appellent un événement sentinelle. Bien sûr, la morbidité maternelle est bien plus importante que les morts maternelles, bien heureusement. Alors je ne sais pas si on peut dire bien heureusement, mais en tout cas, la mort maternelle est un tel drame que oui, heureusement, il n'y en a pas énormément. Mais c'est un événement qui est assez facilement caractérisable et qui est un indicateur à la fois de la santé maternelle et à la fois du fonctionnement du système de soins. Et cette enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, ENCMM, depuis 1996 en France, est actuellement sous la double tutelle de l'INSERM et de Santé publique France, avec des objectifs en termes d'épidémiologie, évidemment, et puis également de préconisations en termes d'amélioration des soins et de leur organisation. Alors, diapo suivante. Donc l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, c'est un système à trois étapes. D'abord, il faut identifier les décès associés à la grossesse. Alors c'est associé à la grossesse, c'est-à-dire qu'il y a une grossesse, soit la femme était enceinte, soit c'est un an après la fin de la grossesse. Et cette grossesse, l'issue de grossesse peut être une fausse couche, une grossesse extra-utérine, une interruption médicale de grossesse ou un accouchement. Donc là, on repère ces dossiers soit par des déclarations directes des réseaux de santé périnatale, SP c'est santé périnatale, soit désormais depuis la certification électronique qui a démarré en novembre 2022, assez doucement en 2022, mais maintenant qui est bien rodée, qui fonctionne quand même pas mal en 2023 et 2024, puis encore plus en 2025, par des certificats de décès électroniques, le CEPI-DC nous envoyant à l'INSERM un avis immédiat. On est prévenu le jour même, en même temps que le certificat de décès, que un docteur a signé un certificat de décès en cochant une case grossesse ou accouchement dans l'année qui suit, décès dans l'année qui suit l'accouchement. Et puis enfin, pour quand même, parce qu'il y a évidemment des trous dans la raquette, comme souvent, il y a un chaînage des fichiers naissance et décès de l'INSEE et également une utilisation de la base nationale de PMSI sur des séjours. Quand il y a un décès à l'hôpital, d'essayer de remonter dans l'année qui précède pour voir s'il y avait eu des diagnostics en obstétrique. Une fois qu'on a repéré ces décès, il y a une enquête qui est lancée, c'est-à-dire que ce sont des assesseurs, médecins, sages-femmes, psychiatres, gynécologues obstétriciens ou anesthésistes, par binôme, qui sont envoyés pour recueillir les données de ce dossier, avec donc un dossier tout à fait structuré. Et puis, et parfois, c'est sur plusieurs endroits, puisque les parcours de soins de ces femmes avant leur décès peuvent être assez complexes. Et enfin, une fois que le dossier est recueilli, complet et anonymisé, il y a une revue et un classement de ces décès par le Comité national d'experts sur la mortalité maternelle, qui regroupe toutes les catégories qui peuvent être, qui sont spécialisées en périnatalité. Alors ça va être évidemment des gynéco-obstétriciens, des anesthésistes, des sages-femmes. Il y a également des internistes, il y a des réanimateurs qui sont un petit peu différents que des spécialistes de l'anesthésie obstétricale. Il y a des psychiatres, bien sûr. Et puis également, par moment, il y a des experts qui sont plus spécialisés sur les cancers et grossesses, et également un spécialiste sur tout ce qui est autopsie,
qui sont pas très nombreuses, mais qui ont parfois de l'importance pour savoir de quoi est décédée cette femme. Et en fait, le comité va classer, d'une part, est-ce que c'est une mort maternelle, car il y a des définitions internationales, et puis un avis sur l'adéquation des soins prodigués et l'évitabilité du dossier, en sachant que il peut y avoir une inadéquation des soins, parfois, sur un certain sujet, mais que le décès ait été non évitable, hein. Ça, c'est pas forcément corrélé. Diapo suivante. Voilà, alors on vous renvoie à ce rapport que vous trouvez en ligne sur le site de l'ENCMM.inserm.fr, qui est donc paru, c'est le dernier, et comme avant 2022, le recueil était manuel, il fallait attendre que le CPDC consolide ses données pour avoir les données qui concernaient les grossesses et les accouchements. Jusqu'à présent, il y a un décalage important dans le temps et le dernier rapport concerne la période 2016-2018. Donc il y a un grand espoir que les rapports puissent paraître sur des périodes beaucoup plus proches avec les certificats électroniques de décès. Vous avez également des numéros spéciaux que vous voyez là. Alors juste une donnée générale pour vous montrer que le niveau de mortalité maternelle en France ne diminue pas. Voilà, c'est les données depuis 2007, mais en sachant que en 2000, sur la période 2013-2015, puis 2016-2018, ont été introduits justement les suicides et tout ce qui était pathologie psychiatrique, et que les suicides sont considérés que jusqu'à 1 an après l'accouchement ou l'issue de grossesse. En tout cas, tous ces morts maternelles représentent 90 morts maternelles par an en France, et ça ne diminue pas. Suivante. Alors ça, c'est le tableau pour vous montrer l'ordre de fréquence des causes. Et vous voyez que donc le suicide et les causes psychiatriques sont en première ligne. Et puis suivi par les maladies cardiovasculaires. Alors quand on entend maladie cardiovasculaire, c'est pas l'hypertension de la grossesse, hein, elle est un peu plus bas dans le tableau. C'est vraiment tout ce qui est pathologie préexistante, comorbidité au cours de la grossesse. Et puis ensuite, il y a des causes qui sont plus obstétricales, qui le sont moins. Voilà, des cancers, les infections. On distingue les infections à porte d'entrée génitale des autres infections, comme une tuberculose, une infection par le VIH, etc. On passe. Donc on va maintenant se concentrer sur des données sur le suicide maternel et les autres causes psychiatriques. Donc c'est donc la première cause de mortalité maternelle dans ce triennum. Elle est effectivement considérée jusqu'à 1 an après l'accouchement. Cela a représenté dans ce triennum 47 morts de cause psychiatrique, dont 45 suicides maternels, c'est-à-dire 1 toutes les 3 semaines. C'est une autre façon de le présenter qui est un peu plus impressionnante, peut-être que les chiffres en valeur absolue ne paraissent pas énormes, mais c'est énorme. Il y a une augmentation par rapport au triennum précédent, mais on peut se demander, peut-être qu'on les a mieux collectés, parce que c'est pas les suicides, vous allez voir la temporalité, c'est pas très facile de faire le lien. Et voilà, il y a des périodes où il se passe rien, et puis dans l'année, la femme se suicide. Donc ça représente quand même un peu plus de 16% de l'ensemble des morts maternelles. Suivante. Alors, qui sont ces femmes décédées par suicide? Eh bien, il y a un âge médian de 30 ans qui paraît assez banal, mais en fait, elles sont plus âgées. Alors, on s'est comparé à l'ENP, c'est l'enquête nationale périnatale. C'est des enquêtes qui ont lieu régulièrement. Donc, il y en a eu une, alors je ne vais pas remonter très loin, mais il y a eu 2010, 2016 et 2021. Mais on a comparé nos chiffres à 2016, puisque c'est la période
du rapport de 2016-2018. Et donc, vous voyez que 27% des femmes ont plus de 35 ans quand elles se suicident, versus dans population générale, 19%. Pour vous expliquer, l'ENP, c'est une enquête sur une semaine qui relève tous les accouchements en France, dans les établissements de santé, mais c'est globalement, la plupart des accouchements ont lieu en établissement de santé en France. Et donc, ça nous permet d'avoir une photographie du profil des femmes qui accouchent et des pathologies qui les accompagnent. Donc 95% des femmes sont nées en France quand elles se suicident, versus 81 quand c'est en population générale. Ça veut dire que les femmes nées en France ont plus de risques, sont plus nombreuses à se suicider que les autres qui ne sont pas nées en France. Et puis, il y a quelques caractéristiques spécifiques. Alors, on n'avait pas toujours les données pour les 45 suicides, comme on a présenté au début, mais les données pour 41 femmes. Donc, il y a des antécédents psychiatriques dans plus de la moitié des cas, qui sont soit des dépressions, soit des troubles bipolaires. Vous avez les chiffres à l'écran. Il y a des antécédents de passage à l'acte suicidaire qui sont associés à des troubles soit dépressifs soit des troubles de la personnalité. Des antécédents à l'adolescence de scarification ou de passage à l'acte suicidaire, et puis également des troubles du comportement alimentaire. Enfin, la vulnérabilité psychosociale est un élément qui est analysé dans ce rapport. Il y a un chapitre spécifique d'ailleurs sur la vulnérabilité psychosociale. Alors c'est une variable composite qui reprend 4 éléments qui sont une migration récente, un logement précaire, l'isolement social ou le fait de se retrouver seul au cours de la grossesse ou juste après. Et puis tout ce qui est absence de protection sociale, AME ou CMU. Donc cette variable composite permet de définir une certaine vulnérabilité psychosociale. C'est pas moi qui vais vous apprendre que c'est pas très facile à définir. Et donc là, nous avions 29% de ces patientes décédées par suicide versus 22%. Donc on voit quand même que c'est un sujet. 7 femmes vivaient seules, 4 séparées au cours de la grossesse, et 6 femmes étaient victimes de violences conjugales. Alors, violence conjugale, il faut savoir que c'est pas encore dans des dossiers de 2016-2018, c'était pas forcément très très bien renseigné. Et également les comorbidités addictives, il n'y en avait que 2. J'ai dit il n'y en avait que 2 parce que vraiment on s'est posé la question d'une sous-estimation. Diapo suivante. La diapo passe pas. Ah si, voilà. Donc, toujours pour continuer sur qui sont ces femmes par suicide, en résumé, 1 femme sur 2 ont des antécédents psychiatriques. Et parmi ces femmes qui ont des antécédents psychiatriques, il faut savoir que, donc soit 12 femmes dans notre cohorte, que ces femmes, 4 avaient un suivi conjoint obstétrical et psychiatrique, mais 4 autres avaient des antécédents connus de l'équipe obstétricale, mais sans contact avec l'équipe, avec les psychiatres, ou avec en tout cas un contact qui a été évalué insuffisant. Et enfin, il y avait eu, et là, voilà, c'est comme ça, deux refus de femmes de voir un psychiatre pendant la grossesse. Donc en fait, nos petites cases rouges, là, ça sera un peu nos préconisations. On voulait vous rappeler la recherche systématique des antécédents psychiatriques par l'équipe obstétricale, mais évidemment sans stigmatiser ces femmes. Il faut également, on recommande une mise en lien entre les différents partenaires, les différentes professions, et puis ne pas sous-estimer les refus de prise en charge qui sont un risque pour la patiente. Suivante. Alors cette diapo, c'était pour vous montrer la temporalité des suicides maternels. La barre noire à gauche, c'est l'accouchement, l'issue de grossesse. Donc vous voyez qu'il y a eu 2 suicides en prénatal.
Et puis, globalement, ça s'étale jusqu'à quasi 1 an, avec un délai médian qui est très tard, enfin, on aurait pu penser que c'était plus tôt, mais ça corrobore ce qu'on avait déjà constaté dans le rapport précédent. C'est un délai médian qui est entre 4 et 5 mois de grossesse. Mais bon, délai médian, hein, je vous rappelle, c'est la moitié des femmes qui se sont suicidées avant et la moitié des femmes qui se sont suicidées après. Et donc on voit bien avec un diagramme comme celui-là l'importance d'associer l'ensemble des acteurs qui vont rencontrer ces femmes après l'issue de grossesse, après l'accouchement. Il y a quand même eu 5 suicides après IVG et donc à ne pas négliger, mais surtout vraiment que tout le monde est concerné par ce dépistage de la dépression et de la recherche d'idées suicidaires. Suivante. Alors, d'autres caractéristiques, ces suicides ont un mode opératoire violent. Presque la moitié, ce sont par pendaison ou par précipitation sous un train ou d'un pont, une défenestration, et plus rarement la noyade ou l'asphyxie au gaz. Et dans ce triennum, il n'y en avait pas. Il y avait pas dans les suicides, mais voilà, l'intoxication médicamenteuse volontaire est beaucoup plus rare que dans la population générale et chez les femmes en particulier. Alors, ça a lieu? Ça a lieu à domicile, hein, beaucoup de pendaisons, à l'extérieur, évidemment, quand on se précipite sous un train. Et puis quand même 5 cas en institution, que ce soit en maternité, en unité de court séjour ou en psychiatrie. Et là, ça nous interroge en tant que soignants. Alors pourquoi? Il y a deux profils de patientes, on va dire. C'est soit une pathologie mentale sévère, hein, puisqu'elle aboutit quand même au suicide, qui est apparue au décours de l'accouchement, soit la décompensation d'une pathologie préexistante. Et dans notre deuxième partie, on y reviendra. Suivante. Voilà, alors il y a des facteurs de risque sociodémographiques et environnementaux. Le jeune âge lors de la grossesse, hein, qui sont des contextes à prendre, des contextes à risque qui sont difficiles, hein, à repérer dans la clinique quotidienne. Et puis, c'est pas parce que il y a un jeune âge qu'il y aura forcément suicide derrière, bien sûr, mais ce sont des facteurs quand même qui doivent donner un peu la puce à l'oreille et se méfier encore plus et aller un petit peu plus loin dans les investigations sur son état psychique. Alors, le jeune âge, la grossesse non désirée, les conflits familiaux, bien sûr, les violences subies, mais qu'elles soient conjugales actuelles, mais également les violences subies dans l'enfance, l'isolement et ou, ça va ensemble, mais pas toujours, l'absence de conjoint, le fait de subir des discriminations, les discriminations, ça peut être un peu partout, mais en particulier, on peut penser au travail, les faibles revenus, le faible niveau d'études, et puis résider en zone rurale ou éloignée sont des facteurs de risque, puisque en fait ça va avec l'isolement, hein, et la difficulté d'accès aux soins. Diapo suivante. Voilà, alors il y a des facteurs plus spécifiques qui sont liés à la grossesse elle-même, hein, dans la période de grossesse et du postpartum, qui représente cette période de la vie des femmes, représente une véritable crise identitaire, hein. Il y a des remises au travail et de l'histoire de la personne qui peuvent remonter à la surface. Donc une femme sur 4 souffre de troubles psychiques en période de postnatale. Un risque accru d'hospitalisation au postpartum ou dans la période de grossesse, en particulier quand il y a des antécédents, enfin des troubles psychiatriques déjà présents. Des antécédents personnels et familiaux de troubles psychiatriques, ce sont des éléments, on a vu dans nos dossiers, énormément de mères avec des troubles bipolaires ou des
des histoires de suicide chez les femmes ou même chez les hommes, frères, oncles, pères, dans ces familles. Des troubles de la personnalité, des troubles du comportement alimentaire et toute pathologie type de schizophrénie. L'antécédent de tentative de suicide est un élément vraiment à repérer. C'est pas toujours facile dans les interrogatoires de demander à une femme qui vient et qui est porteuse d'espoir sur cette grossesse. En général, en début de grossesse, elles sont plutôt heureuses. Est-ce que vous avez déjà tenté de vous suicider? Et pourtant, c'est un élément en particulier, tout ce qui se passe à l'adolescence, qui sont des éléments importants à repérer parce que au cours de la grossesse, ces choses-là vont, les causes qui ont été initialement impliquées dans ces tentatives de suicide peuvent ressurgir de façon assez violente. Et puis, évidemment, la présence d'idées suicidaires, c'est le facteur principal de risque de suicide. Et vous avez les chiffres là, 8% des femmes ont des idées suicidaires en période périnatale, 10% en antépartum, 7% en postpartum. Suivante. Alors, ce qu'on va retenir de ce suicide en période périnatale, c'est que la période périnatale ne protège pas du suicide. Socialement, tout le monde entoure ces femmes en disant mais c'est le grand bonheur, un enfant, mais ce n'est pas forcément ce que vivent ces femmes, et ça ne protège pas du tout du suicide, puisque la proportion de décès liés au suicide parmi les mères est plus importante qu'en population générale. Je parle de la cause de décès chez les mères. C'est 16%, donc ce qu'on a vu dans nos chiffres au début de mort maternelle, et c'est 6% des décès des femmes qui sont des suicides parmi les causes de décès chez les femmes en population générale. Les suicides maternels sont violents, alors que normalement, c'est une période de vie où il y a énormément de contact avec les professionnels de santé. Et c'est vraiment voilà, quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'acte, parce qu'ils sont violents. Souvent, on n'a pas beaucoup d'éléments entre l'accouchement et le suicide. Or, elles ont eu des contacts avec, ne serait-ce que leur visite postnatale, un suivi si elles en ont eu besoin, le contact avec les médecins qui suivent les enfants, parfois même les professionnels qui sont impliqués dans le mode de garde des enfants, la PMI bien sûr, etc. Il faut savoir que un suicide et une mort maternelle de façon générale ont des conséquences délétères sur l'enfant et sur l'entourage. On n'a pas besoin de s'étendre énormément là-dessus. Et que la prévention est assez difficile. Vous allez voir que les cas cliniques qu'on va vous proposer, que c'est pas toujours très très facile. Diapo suivante, je pense que c'est un moment. On est sur voilà. Donc on va suivre avec ça, mais on vous laisse interrompre là pour quelques questions. Bérénice. Oui, alors Margot nous pose la question. Alors on revient sur un aspect peut-être plus somatique. Les causes cardiovasculaires de mort maternelle peuvent être-elles en lien avec une certaine sédentarité? Je ne crois pas, non. Enfin, bien sûr, globalement, les causes cardiovasculaires, je n'invente rien, sont liées à la sédentarité, mais pas que. Bien sûr, il y a de multiples facteurs. Dans ces causes, c'est des causes, parfois des pathologies cardiaques qui sont soit de valves, soit des myocardiopathie, voilà, acquises ou pas d'ailleurs, et Ou donc des cardiopathies du péripartum. alors voilà aussi, il y a ça, mais ça c'est voilà. Et puis des femmes qui sont hypertendues avant la grossesse,
et qui sont, voilà, donc qui ont forcément plus de risques de faire des accidents pendant la grossesse, la grossesse est en elle-même un facteur de risque aussi, hein. Alors, la question C'est toujours bien de de ne la pas place des s'exposer. suicides. Pardon? Oui, la question qu'on avait d'ailleurs évoquée en préparant le webinaire, la question des hommes également, de la dépression postpartum chez l'homme et finalement du suicide paternel. Mm. Alors, Marie-Noël? la dépression chez le père, c'est environ 7%. 7% des pères vont présenter une dépression du postpartum. En général, les pères se manifestent pas tout à fait de la même façon que les mères, c'est-à-dire qu'ils vont plus avoir recours à des addictions, à des troubles du comportement, à des ruptures. Donc, les mères qui vont présenter des dévalorisations ou une autoculpabilité. Concernant les chiffres du suicide en postpartum chez le père, ça, on l'a pas tellement étudié. Voilà. Pour l'instant, on se centre sur les hommes, mais par contre, par la bibliographie, les études, on sait que c'est à peu près 7% des hommes qui dépriment. Qui n'est pas rien. Pour en Non. revenir à l'étude, alors une question de Claire qui nous demande comment a-t-on pu établir qu'être mère célibataire ou isolée était un facteur de risque quand on voit que 40 étaient en couple et 7 isolés? Alors ça, c'est peut-être une question subtile au niveau du chiffre. Oui, C'est une bonne oui. question. Il faudrait que je regarde dans l'enquête nationale Alors, périnatale quels étaient les chiffres, mais oui, il y en a qui se séparent aussi en postpartum. En postpartum, oui. C'est-à-dire en moment de la grossesse, ils sont ensemble. Au moment de l'accouchement, ils sont ensemble. Et en fait, on a des séparations en postpartum ou des conflits conjugaux majeurs en postpartum. Voilà. Mm. Alors, on nous pose également la question, a-t-on une idée de la fréquence des consommations de substances psychoactives dans les décès maternels? Dans le dans ce- cadre uniquement des patientes qui se suicident, non, non, Euh, de façon Plus générale. précisément, général. peut-être overdose sur des consommations de substances. Il y en a très peu dans ce qu'on avait retrouvé. Je crois qu'il y en a Mm. eu un cas, Oui. et en fait, on l'a même pas diagnostiqué comme suicide. On l'a mis comme cause psychiatrique, Associé, ouais. mais associée. C'était dans les causes psychiatriques associées. Ouais. Mais on pense qu'il y a une réelle sous-estimation et sous-déclaration en fait de ces patientes-là. Donc on doit, enfin c'est sûr, on en manque. Elles sont pas déclarées. Ça En fait, c'est. elles ne se déclarent pas, ces femmes, parce qu'elles ont peur déjà d'être stigmatisées. Mm. Sont des femmes qui sont fragiles, hein, celles qui consomment pendant la grossesse. Et donc, du coup, elles ont très peur qu'on leur retire leur enfant. Donc, en fait, on va avoir beaucoup de mal, sauf les femmes qu'on n'arrive pas à suivre correctement parce qu'elles ne se rendent pas à leur consultation, parce qu'elles ont plein d'accidents au moment de la grossesse, d'accidents de suivi. En fait, celles-là, elles sont assez sous-estimées. Mm. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur du regard, en fait, et de l'impact que ça pourrait avoir sur Mm. De le changer fait en de fait. garder leur enfant. Voilà. Mm. Et Oui, puis, on ne et s'est puis peut-être pas non plus interrogé correctement. oui, Mm. Je alors, pense je qu'il y a ça. pense que la consommation, Oui. qu'est-ce qu'on appelle substance psychoactive? Parce qu'on recherche le tabac, hein, ça, on a quand même des réponses. Globalement, il y a beaucoup de femmes qui peuvent fumer, mais qui s'arrêtent en général ou qui diminuent en cours de la grossesse parce que c'est connu comme étant délétère pour l'enfant. Le cannabis, je pense qu'on ne sait pas tout, hein. Quand il Mm. suffit de faire une consultation, c'est clair qu'elles ne vont pas nous raconter. En fait, ce que l'on voit, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire des femmes qui sont Très addict. Mm. très addictes sur des substances qui sont, voilà, par exemple, la cocaïne, ça se voit vite et ça se voit, c'est très délétère sur la grossesse, hein, donc mais c'est quand même une population qui a du mal à accepter, qui n'accepte pas toujours d'être aidée, Mm. alors que quand même maintenant, il y a
tout cas j'espère, hein, peut-être pas partout, mais un tissu d'équipes qui savent prendre en charge ça et qui sont en lien avec les équipes d'obstétrique. Mais voilà, après, il faut que la patiente accepte cette aide, hein, et ça, c'est toujours dans des. Après, je sais pas, je suis pas sûre que le suivi en ville soit indiqué dans ces cas-là, d'ailleurs, parce que, alors peut-être, hein, parce que justement, il y a un lien très fort avec le soignant, mais les équipes spécialisées de prise en charge des addictions au cours de la grossesse, elles sont souvent à l'hôpital, enfin, en tout cas en établissement de santé. Je pose la question du coup sur cette même population, est-ce qu'on a une estimation des tentatives de suicide? Non, Non. pas né. Non, et puis je sais pas, Marie-Noël, est-ce que c'est un facteur de risque particulier Euh, même dans la population générale? les toxiques? Ah L'addiction, oui. oui, oui, oui. L'addiction, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des ruptures de soins, il y a des ruptures de prise en charge. Il y a aussi l'effet délétère des médicaments, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus d'effets secondaires des médicaments psychotropes quand on prend des toxiques associés. Donc c'est compliqué. Donc ce sont des prises en charge difficiles. Alors ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'on a pu voir aussi, enfin ce qu'on voit en pratique générale, c'est que les femmes qui sont addictes, quelquefois, elles ont envie de tout réussir pour leur grossesse. Et donc ça va être aussi un moteur pour accepter parfois l'aide d'un service d'addictologie. En revanche, ce qui se passe en postpartum, c'est qu'elles sont confrontées au bébé réel, aux difficultés avec ce bébé réel, aux pleurs, à la dépendance extrême du bébé vis-à-vis d'elle, hein. Il y a aussi ça, c'est que c'est compliqué pour ces femmes qui ont des problèmes avec les dépendances et elles risquent de rechuter et là, c'est difficile pour elles. Voilà. Donc ça, on a vu ça aussi dans les dossiers, dans certains dossiers du triennum. Donc en fait, il y a vraiment un moment, une fenêtre où on essaye d'aider au maximum, avec le risque ensuite de les perdre parce que la difficulté, une difficulté rencontrée dans leur parcours ou une difficulté avec l'enfant, ça va les faire rechuter. Et à ce moment-là, donc, c'est là où c'est compliqué parce que ça se dégrade très vite. Voilà. Et j'en profite parce que vous avez évoqué le fait que finalement, avec ces passages à l'acte violents et parfois, alors, sans force, justement, que le propre du passage à l'acte, c'était peut-être de pas forcément avoir de prémices ou de cliniques très évocatrices. Est-ce que pour autant, en prénatal, il y a des petits éléments ou des petites choses qui peuvent transparaître, remonter à la surface en prénatal ou à la maternité? Est-ce qu'il y a des c'est le flair ou ou est-ce qu'on arrive Non, à sentir un petit peu ou c'est non, il y a des complètement symptômes d'alerte, hein. Oui. Il y a ce qu'on appelle des petits signes. Mm. Peut-être que c'est dans la deuxième partie, d'ailleurs, de notre Oui, on va en parler un peu, présentation. ouais, dans la deuxième partie, ouais. Là, il y a un symptôme dont on ne parle pas beaucoup là dans les cas parce que c'est vrai que ça ne correspondait pas. Mais une Mm, femme qui a tendance à avoir recours beaucoup aux urgences, mm, à demander de nombreuses fois à être assurée aux urgences, c'est un, c'est un symptôme qu'il faut pas du tout négliger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une demande d'aide indirecte. C'est-à-dire qu'elle peut pas mettre des mots sur sa demande d'aide, mais elle demande de l'aide. Voilà. Donc ça, c'est vrai que mm, c'est vraiment très important à repérer ça. mm. Ouais. Alors j'ai une dernière question. A-t-on assez de recul sur la mise en place des équipes mobiles de psy en périnatalité concernant la prévention de la dépression, voire du suicide maternel? Bah, on sait qu'il y a des équipes qui fonctionnent bien, hein, Marie-Noël, mais il y en a pas partout. C'est quand même un sujet, hein, les équipes, il devrait y en avoir dans chaque maternité, mais parfois, l'accès 24/24 comment dire, de compétences particulières en psychiatrie périnatale, hein, c'est pas le cas partout, et c'est un des enjeux actuels, hein. Donc, c'est un Mm. enjeu actuel. Tout à fait. Donc là maintenant, la périnatalité, c'est devenu pour les psychiatres une spécialité à part entière.
entre les pédopsychiatres et les psychiatres d'adultes. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, la périnatalité, c'est quand même en psychiatrie, hein, c'est une spécialité qui se développe là. Donc, il y a également quelque chose qui est important, c'est les staffs médico-psychosociaux, où maintenant, donc, il y a des sages-femmes de coordination qui sont indispensables. Et puis, donc, chaque maternité, même de niveau 1, doit avoir recours quand même à une aide psychologique, pas forcément tout le temps présente, mais en tout cas, un recours. Voilà, donc là, on fait des conventions là, actuellement. Alors ça, par contre, moi qui ai un peu d'âge, je peux dire que j'ai vu changer ça. C'est-à-dire que dans les staffs médico-psychosociaux ou ce qu'on appelle staff de parentalité, qui regroupe à la fois la PMI, la maternité, mais également les travailleurs sociaux, voire parfois avec des appuis autres, genre ASE ou justice, hein, même quand il s'agit d'aller jusque-là. Moi maintenant, en fait, il se trouve que j'étais également expert visiteur, j'ai visité pas mal d'hôpitaux depuis 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qui s'est généralisé dans toutes les maternités publiques et privées, et c'est une très bonne chose. Avec maintenant enfin, presque tout le monde essaye d'avoir, chaque équipe, hein, alors c'est équipe au sens large, hein, puisque c'est ville-hôpital, essaye d'avoir au moins un temps de coordination. Je dirais pas la sage-femme de coordination, mais un temps de coordination qui est tout à fait essentiel pour suivre les dossiers, faire le lien. Et vraiment, c'est des personnes ressources, hein, pour vous, surtout quand on est en ville, parce que c'est pas forcément très facile. Mais ça, ce sont vraiment des personnes ressources qui peuvent aider à organiser la prise en charge d'une patiente. Voilà, qui n'a pas forcément envie d'aller être suivi en établissement de santé, qui n'a pas forcément. Donc c'est vraiment important. Les réseaux de santé périnatale peuvent être également un bon appui pour organiser les parcours de ces femmes. On continue? Eh bien, Oui, on continue. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Noël pour commencer la présentation voilà, de quelques cas cliniques voilà, qu'on souhaite ensuite après vous discuter autour et pour vous illustrer un petit peu des messages et puis sur des situations rencontrées dans ce rapport. Marie-Noël. Alors, merci Coralie. Donc, je vais vous présenter le cas d'une patiente qui s'est suicidée à 2 mois du postpartum. Cette femme étant atteinte d'un trouble bipolaire, donc vous savez, c'est une alternance entre les états d'excitation et les états dépressifs. Et donc là, c'est pour montrer un peu la nécessité d'une spécificité de la prise en charge, dans la mesure où le trouble bipolaire est la maladie psychiatrique qui a le plus de risques de se dégrader en fait en postpartum. Donc, et surtout dans le premier mois du postpartum. Donc c'est vraiment essentiel, dès qu'une femme a un trouble bipolaire, qu'elle soit bien équilibrée et puis qu'elle soit prise en charge. Donc c'est une jeune femme qui est suivie pour un trouble bipolaire depuis l'âge de 18 ans en libéral, avec une prédominance de phase dépressive, et elle a fait plusieurs antécédents personnels de passage à acte suicidaire. Et par ailleurs, cette jeune femme a des antécédents familiaux de troubles bipolaires du côté maternel. Elle a eu pour démarrer sa grossesse une récente modification de son traitement. Ainsi, donc, le divalproate, qui est contre-indiqué pendant la grossesse, a été remplacé par la lamotrigine, qui est un autre thymorégulateur, qui a plutôt un effet, une efficacité sur les phases dépressives, la prévention des phases dépressives. Le psychiatre, la trouvant bien, a baissé l'antidépresseur, puis l'a carrément arrêté en cours de grossesse. Et la patiente donc, est arrivée uniquement avec la lamotrigine à l'accouchement. Elle est G3P2, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu donc 3 grossesses, donc au moment où elle s'inscrit, où elle est suivie à la maternité. Elle a un suivi obstétrical régulier, mais en revanche, la maternité ne sait pas qu'elle prend un traitement psychotrope et elle ne sait pas qu'elle est prise en charge par un psychiatre. Cette patiente va sortir à J4 après son accouchement par voie basse à terme. Elle va être revue en consultation postnatale à 6 semaines et puis elle va poursuivre son suivi psychiatrique tous les mois. Mais il faut noter qu'une semaine avant le décès, elle présente une insomnie rebelle
qui va nécessiter par le psychiatre la réintroduction d'antidépresseurs et de somnifères. Elle va être retrouvée noyée à M2, c'est-à-dire au 2e mois de la grossesse. Et là, il faut noter que le conjoint n'avait perçu aucun symptôme d'alerte chez sa compagne. Alors, on peut rappeler que les antidépresseurs n'agissent pas en une semaine, donc il faut bien 15 jours, 3 semaines pour que les antidépresseurs agissent. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir en fait par rapport à ce cas? C'est qu'il n'y a pas eu de consultation préconceptionnelle spécifique par rapport au trouble bipolaire, c'est-à-dire qu'une femme qui a un trouble bipolaire, même si elle est stabilisée, même si elle est suivie, elle a besoin en fait d'aller voir quelqu'un d'un peu plus spécialisé pour discuter de son projet de grossesse. Son traitement a été modifié juste avant la grossesse, donc on ne sait pas si ce traitement qu'elle a est efficace ou pas. Et le traitement antidépresseur a été baissé, voire arrêté pendant la grossesse. Il n'y a eu aucune anticipation de sa prise en charge psychiatrique au décours de l'accouchement. Donc, elle avait rencontré personne à la maternité pour évaluer éventuellement ses difficultés, la qualité de son sommeil, le lien mère-enfant. Il n'y a pas eu de lien entre le psychiatre libéral et la maternité. Et puis, il y a le caractère faussement rassurant de la présence de l'entourage puisque le conjoint n'a rien noté. Donc, en fait, qu'est-ce que l'on peut retirer comme enseignement à partir de ce cas, Coralie? Voilà, c'est qu'en fait, pour toutes les femmes qui ont un trouble psychiatrique, donc il est important en fait de pouvoir rencontrer un psychiatre spécialisé en périnatalité. Donc les objectifs, c'est d'évaluer, en lien avec le psychiatre référent, la stabilité psychique de la mère. En fait, on conseille généralement 12 mois de stabilisation de l'état psychiatrique avant de démarrer une grossesse. On évalue le traitement en cours. Ce traitement est-il compatible avec la grossesse, avec un allaitement éventuel? Y a-t-il des changements à préconiser avant de débuter la grossesse? On essaye d'évaluer les comorbidités addictives. On essaye aussi d'envisager l'entourage, l'environnement et les conditions de vie de cette femme. Et puis, on essaye d'identifier les situations à haut risque. Et puis, sur le plan obstétrical, on va conseiller à cette femme une maternité ayant un psychiatre de liaison et l'habitude de pathologie psychiatrique et de traitement psychotrope pour bien accueillir l'enfant. Donc ça, c'est au moment d'un préconceptionnel. Alors, on peut se dire que tout le monde n'a pas de consultation préconceptionnelle. Donc, effectivement, il y a des endroits en France, bien qu'elles commencent à se généraliser, sur des modalités différentes. En fait, certaines consultations proposent des rendez-vous par visio. Et je pense c'est déjà une première possibilité de pouvoir avoir accès à des consultations en visio. Coralie? Alors, le temps de la grossesse, c'est un temps essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut élaborer un parcours de soins coordonné avec la patiente et qui va inclure la maternité avec le psychiatre de liaison ou le psychologue de liaison, le psychiatre référent et le médecin traitant. En fait, souvent, ces femmes qui ont des pathologies psychiatriques, elles ont un médecin traitant dans la course et il faut l'inclure absolument car c'est lui souvent que la femme va voir entre 2 consultations psychiatriques. Et donc, il faut proposer à cette femme qui est enceinte une consultation en psychiatrie périnatale le plus tôt possible, toujours pour adapter le traitement, pour évaluer aussi la capacité de la maman à s'occuper de l'enfant, et puis pour l'informer aussi que cette période est une période à risque de complications psychiatriques. Et puis, donc, c'est un moment, cette consultation en psychiatrie périnatale, c'est un moment d'information important pour la femme, car au moment de la période périnatale avant l'accouchement, elle va tout mettre en œuvre, surtout si elle a une pathologie psychiatrique, pour bien accueillir son enfant. Et là, donc, c'est important de pouvoir rencontrer ce psychiatre spécialisé dans la périnatalité pour lui parler éventuellement de consultations possibles qui peuvent démarrer dès le prénatal, des prises en charge groupales, voire même des prises en charge en unité de jour, en postpartum, et puis au maximum, donc si la femme est un peu seule, si elle est fragilisée, des unités d'hospitalisation temps plein mère-enfant. Enfin, donc lorsqu'on fait cette consultation, il est important de mettre une lettre de liaison où on reprend toutes les coordonnées des personnes ressources, du psychiatre, du médecin traitant et le traitement afin de pouvoir l'adresser à tous les partenaires, que ce soit la sage-femme libérale, l'obstétricien, le médecin traitant. On propose aussi aux femmes, au moment de la grossesse, de rencontrer la PMI de secteur ou son pédiatre. Pourquoi? Parce que ça va rassurer ces femmes aussi en cas de difficulté à l'allaiter ou à donner les biberons ou à peser l'enfant. Et donc, c'est très important qu'il y ait
une sorte de réseau en fait bien connu dès la grossesse, parce que en postpartum, il y aura moins de panique et moins de difficultés à anticiper les besoins. Et enfin, donc nous, ce qu'on préconise aussi, c'est d'intensifier le suivi avec le psychiatre référent pour pouvoir dépister les micro-signes en fait de déstabilisation, comme par exemple plus d'anxiété, des difficultés sur le fait de savoir si on va ou pas réussir à s'occuper de son enfant, une insomnie. L'insomnie, c'est un signe très important qui va traduire déjà le risque de dépression ou le risque de décompensation d'un trouble psychiatrique, et puis qui traduit aussi une certaine anxiété de la femme. Ensuite, donc, ce qu'on préconise aussi, c'est d'anticiper le séjour de couche, le séjour de suite de couche, pour proposer éventuellement un temps un peu plus long pour pouvoir permettre à cette femme de rencontrer le psychologue, le psychiatre, de pouvoir discuter de ses angoisses et de pouvoir évaluer un petit peu du côté des professionnels donc les compétences de la maman par rapport à son enfant. Et puis donc l'important c'est aussi de se transmettre les informations régulièrement entre les différents intervenants, et ça c'est absolument essentiel parce que il se peut qu'une sage-femme qui voit la femme régulièrement en libéral puisse repérer des inquiétudes et le transmettre à son médecin ou au psychiatre référent ou à la maternité. Voilà, Coralie, tu peux passer une autre diapo? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut préconiser chez une femme qui a un trouble bipolaire, sachant que les femmes qui ont des troubles bipolaires bien stabilisés, qui sont en rétablissement, elles vont voir parfois leur psychiatre tous les 3 mois et elles vont être suivies pour des renouvellements d'ordonnance par le médecin traitant. Donc là, c'est très important de pouvoir proposer une intensification du suivi. Là, c'est un autre cas d'un suicide par asphyxie au gaz à 3 mois du postpartum. Et là, donc, c'est pour insister sur la spécificité de la dépression du postpartum et l'intérêt de la collaboration entre le psychiatre adulte et le pédopsychiatre. Donc, il s'agit d'une femme qui a eu donc 3 grossesses, qui a eu aussi 3 enfants. Elle a eu 2 antécédents de dépression du postpartum et elle a un trouble anxieux ancien. Donc, il s'agit d'une grossesse non planifiée, donc, mais qu'elle va accepter, donc, parce qu'elle est stable, elle est en couple. Mais à 26 semaines, en fait, on détecte une malformation fœtale à l'échographie. On suspecte cette malformation. Et donc, cette suspicion de malformation va déclencher une importante dépression avec une anxiété, des idées suicidaires chez cette femme. Et donc, le couple va être amené à demander une interruption médicale de grossesse qui va être refusée par le CPDPN, donc, et qui va entraîner une menace de passage à l'acte de la femme qui ne se voit pas accueillir un enfant mal formé. Elle va bénéficier de 2 consultations psychiatriques proposées par la maternité. Et là, cette femme va refuser une hospitalisation en psychiatrie et elle va refuser le suivi proposé alors qu'elle est en grande détresse et que là, on peut savoir qu'elle a fait 2 antécédents de dépression du postpartum, donc il y a plus de risques pour elle de faire une dépression du postpartum. Au 8e mois, cette femme présente toujours des difficultés d'investissement de la grossesse. En fait, au moment de l'annonce à 26 semaines, elle a arrêté d'investir son enfant et donc ça a continué jusqu'au 8e mois. Et elle demande la ligature des trompes et elle demande des informations sur l'accouchement sous X. Là, le médecin traitant va traiter cette patiente par du Lexomil et du Seresta, donc uniquement des anxiolytiques. Et en fait, à 35 semaines d'aménorrhée, en fait, ce diagnostic est infirmé, donc il n'y a plus de malformation visible, grave, donc à l'échographie. Donc à 38 semaines d'aménorrhée, cette femme va mieux, apparaît moins angoissée. Elle va accoucher par voie basse à terme et elle sera revue ensuite de couche où là, elle présente un très bon investissement de son bébé. Cependant, donc elle rentre à la maison avec son bébé, elle va être adressée au SAU au 10e jour par le médecin traitant car elle présente des idées suicidaires. Elle va être hospitalisée sans consentement. Et puis, en fait, elle va très rapidement passer en service libre, c'est-à-dire en soins consentis, avec un projet d'unité d'hospitalisation mère-enfant. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît qu'elle ne va pas bien. Et donc, elle se dit qu'une unité d'hospitalisation mère-enfant sera plus adéquate. Cependant, elle revient sur sa décision et elle va demander une sortie d'avis contre avis médical et qui va être appuyée par son mari. Mais à ce moment-là, donc, le service va appuyer cette sortie avec un appui par la PMI, une sage-femme à domicile, un suivi psychologique et une orientation sur le CMP.
Et donc, cette femme va mieux avec tout cet étayage qui est quand même un étayage très important, sans tenir compte du bébé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tout est centré sur la femme. Au 2e mois, le mari reprend le travail et donc cette femme a un rendez-vous prévu au 4e mois avec le chirurgien pour un hypospadias de son enfant. Et en fait, elle va être retrouvée décédée par asphyxie au 3e mois avec une lettre d'adieu. Donc, ce cas est lourd. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce cas-là. Donc, Coralie, est-ce que je peux avoir l'autre diapo? Voilà, merci. Donc, alors déjà, il n'y a pas eu de prise en compte par les psychiatres d'adultes de l'enfant comme un facteur de stress. En fait, dès qu'elle est arrivée à l'hôpital en psychiatrie adulte, elle a été très vite rassurée par le cadre hospitalier parce qu'elle n'était plus confrontée avec cet enfant, qu'elle avait eu du mal à investir. Et donc, en fait, quand elle retourne à domicile, elle est à nouveau confrontée à cet enfant. Et donc, cet enfant dont on ne sait rien finalement, tout est centré sur la femme et on ne sait pas du tout si cet enfant pleure, si elle arrive à l'investir. Donc, en fait, le facteur de stress n'est pas du tout évalué par les psychiatres d'adultes, alors qu'il aurait été intéressant de demander une consultation en pédopsie ou en psychiatrie périnatale pour voir un petit peu comment ça se passait pour cette femme par rapport à cet enfant. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir associer une double évaluation en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte lorsque la mère présente une dépression du postpartum pour voir si, en fait, cette femme, donc, elle arrive à investir cet enfant ou si cet enfant est un facteur de stress. Voilà. Donc là, je m'arrête, moi, de mon côté. Donc, par ailleurs, donc, ce qui est important aussi sur l'autre cas clinique, c'est que cette femme avait fait donc deux dépressions du postpartum et ça avait été pas mal banalisé dans les antécédents et tout s'était concentré sur la malformation de l'enfant. Et je pense que dès qu'il y a un antécédent de dépression, il faut se dire que c'est un facteur de récidive. Quand on a fait une dépression dans sa vie, on a beaucoup plus de risques de refaire une deuxième. En plus, cette période périnatale semblait être une période de fragilité pour cette femme, puisqu'elle avait fait 2 dépressions à ce moment-là. Voilà, je laisse la parole à Coralie. Merci Marie-Noëlle. Désolée, il y a une petite latence entre le moment où je clique pour la slide et le moment où ça apparaît pour vous. Donc je suis désolée, petit moment de latence. Je vais continuer sur la présentation donc d'une autre situation clinique qui montre l'intérêt notamment de l'EPDS en soins de premier recours. Donc il s'agit pour ce cas d'une patiente de 32 ans qui vit en couple, sans contexte de vulnérabilité particulière, psychosociale en tout cas, sans comorbidité et antécédent médical notable. Et c'est une patiente qui a un suivi de grossesse tout à fait correct, normal, avec un suivi régulier, et donc qui accouche à terme, un accouchement en voie basse sans particularité, avec également des suites de couches simples, avec une sortie à J2. À J5, pardon. On n'a pas de notion de baby blues pour elle dans son dossier. Et en fait, on retrouve dans ce dossier, dans cette situation clinique, des symptômes dépressifs qui émergent à peu près 6 mois après l'accouchement, à base de symptômes d'insomnie ou d'un sentiment d'incompétence. Cette patiente consulte son médecin traitant qui lui prescrit donc des antidépresseurs et qui l'oriente dans le mois qui suit vers un psychiatre, donc qu'elle ira consulter. Donc elle a eu une prise en charge psychiatre avec 2 fois un traitement mis en place, majoré, modifié. C'est une patiente qui avait pas mal d'effets indésirables sur le traitement. Et à tel point qu'au bout d'un mois de prise en charge avec le psychiatre, elle interrompt de son fait le suivi et le traitement. Elle prendra avis auprès de son médecin traitant. Enfin, elle y retournera, on aura une consultation et l'issue de cette consultation nous montrera qu'il y a une prescription de phytothérapie, mais que la patiente n'est pas réadressée vers son psychiatre. Et 15 jours après, la patiente sera retrouvée pendue à son domicile. Sur ce cas, les enseignements qu'on souhaite mettre en avant, ou en tout cas les commentaires qui émergent du comité, c'est qu'en fait, dans cette situation,
il y a probablement une sous-estimation de la gravité du syndrome dépressif de cette patiente en postpartum et que le lien avec le psychiatre lors de l'arrêt du traitement, en fait, il n'y a pas eu de lien avec le médecin traitant et que le risque suicidaire a probablement été sous-évalué chez cette patiente avec en plus un entourage et son conjoint qui n'a pas été associé à la prise en charge. Donc ça, c'est des éléments qui sont pour nous des éléments qu'on rencontre assez fréquemment dans les dossiers qu'on expertise. Et on parlait tout à l'heure des symptômes d'alerte. En fait, ces symptômes d'alerte, c'est important voilà, que tous les soignants qui gravitent autour des patientes soient informés et puis attentifs à ces symptômes d'alerte qui vont être voilà, des variations thymiques, avec des variations de l'humeur, de l'anxiété, une verbalisation éventuellement des idées noires. Et puis avec surtout aussi ces sentiments d'incapacité que peuvent exprimer quand elles l'expriment, parce que c'est pas toujours aussi ce qui est pas toujours simple aussi hein, pour les patientes, c'est vraiment de pouvoir aussi exprimer ça et associer, comme le disait Marie-Noël, à des troubles du sommeil, problèmes d'insomnie ou des troubles du comportement alimentaire. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, avec un passage fréquent et récurrent aux urgences sur des consultations qui ont des fois des motifs qui paraissent un peu anodins ou réitérants. Et donc ça, c'est vraiment des signes qui sont importants. Et important aussi pour nous de pouvoir proposer quand on voit donc ces signaux d'alerte aux patientes l'outil, le PDS, donc j'y viens, c'est cette auto-évaluation hein, qui est l'échelle d'Édimbourg. Donc c'est Edinburgh Postnatal Depression Scale. Donc c'est qui peut être aussi tout à fait une échelle utilisée pendant la grossesse, qui est une auto-évaluation. Ça prend peu de temps, 5 à 10 minutes pour les patientes. Il y a 10 items. Maintenant, cette échelle, on la retrouve sur le site des 1000 jours, on la retrouve même sur le site Amélie, enfin, elle est sur les sites des réseaux de santé périnatale. Donc, on a vraiment un accès très facile à cette échelle et ça permet d'entrer aussi en communication avec la patiente, de pouvoir aborder ce sujet-là, de déstigmatiser et puis de dépister et de scorer pour pouvoir dépister au mieux et en tout cas proposer un suivi. Donc quand on a un score entre 9 et 12, sachant que chaque item ça cote entre 0 et 3, quand on a un score entre 9 et 12, on sait que la patiente elle est à risque et qu'elle présente des symptômes qu'il faut l'orienter vers la psychologue avec son accord bien évidemment. Et quand on a un item un score qui est supérieur à 12, où là on a une orientation avec une consultation de psychiatre, ou alors l'item 10 qui score à 2 ou 3, avec une orientation en consultation de psychiatre le plus tôt possible. Donc c'est une échelle qui est fiable, qui est validée, qui permet de rentrer, qui est bien acceptée par les patientes et les cliniciens. Donc il faut pouvoir l'utiliser, que ce soit pendant la grossesse ou en postpartum. Quand on veut discuter un peu autour des limites actuelles du dépistage, c'est qu'en fait, on voit qu'on a des dépressions qui sont trop peu dépistées par les équipes en première ligne parce que il y a aussi des équipes qui sont parfois trop peu formées et où il n'y a pas forcément une stratégie de dépistage qui est bien mise en place, qui est bien connue. Et puis dans l'autre versant, on a aussi des patientes qui vont pas demander d'aide ou très peu parce qu'elles vont avoir une pression sociale, parce qu'elles n'identifient peut-être pas les symptômes, qu'elles peuvent avoir aussi des résistances de leur entourage ou une résistance aussi à avoir un traitement médicamenteux, surtout pendant la grossesse. Et ça, c'est vraiment important d'avoir bien notion de ça et de pouvoir aussi prendre le temps d'expliquer aux patientes, que ce soit pendant la grossesse ou à la maternité, toute cette sphère autour de la demande d'aide qui doit être, qu'elles doivent pouvoir verbaliser plus facilement. Le dernier cas une dernière situation clinique qu'on souhaitait vous présenter, qui est un petit peu spécifique, c'est une situation autour d'un déni de grossesse. Il semblait important pour nous de pouvoir faire
un petit focus sur le déni de grossesse parce que enfin voilà, c'est une situation très particulière. Et le cas qu'on voulait vous présenter, c'est celui d'une patiente de 38 ans qui était dans une situation d'obésité avec un logement insalubre et puis voilà, une condition psychosociale vraiment marquée, et une patiente qui avait donc dans ses antécédents un antécédent de dépression avec une intoxication médicamenteuse volontaire et puis des troubles alimentaires. Et cette patiente avait déjà, c'est une quatrième geste, troisième part, donc 3 enfants, dont deux dénis de grossesse, donc pour le premier enfant et son troisième enfant, avec voilà, un antécédent de prise aussi de traitements antidépresseurs. Et pour cette quatrième grossesse qui a été donc le déni qui malheureusement l'a conduit au décès, c'était un accouchement inopiné donc à domicile. Donc ses proches, son mari n'était pas du tout informé de cette grossesse et elle a été compliquée d'une HPP sévère. Et cette patiente a été retrouvée donc par les équipes voilà, en choc hypovolémique et donc elle a très rapidement été en arrêt. Et donc le fœtus a été retrouvé sans vie, caché sous le lit dans son logement. Donc une situation dramatique de ce déni, donc de ce troisième déni de grossesse. Et là où on voulait faire un focus, c'était sur sur l'absence de parcours de soins. En fait, cette patiente, après le deuxième déni, en fait, on a eu ce dossier où elle a été vraiment perdue de vue. On n'a pas du tout, la PMI n'a pas été non plus alertée lors de la troisième grossesse et qu'il n'y avait aucun signalement ni enquête psychosociale qui pouvait encadrer cette famille. Et donc le cas particulier, voilà, des antécédents de déni de grossesse doit aussi faire écho dans l'esprit des professionnels de santé, parce que c'est un facteur vraiment aggravant et qui est très impactant en termes de suivi et de santé mentale pour ces patientes. Voilà, donc c'est ce que je viens de un petit peu détailler, hein, avec un diagnostic, une orientation précoce, et puis voilà vraiment la prise en charge par la PMI. On en a déjà parlé avec les réunions multidisciplinaires qui peuvent être organisées avec les PMI, et que parfois on a une information préoccupante, une IP qui est parfois nécessaire pour ces patientes-là. Je ne sais pas, Marie-Noëlle, si tu veux compléter quelques éléments sur le déni de grossesse. Non, tout ce qui est important, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Difficile pour toi. Tous, voilà. Et c'est vrai, quand il y a des antécédents de déni, ça doit vraiment alerter, en fait, pour les grossesses suivantes. C'est surtout ça, parce qu'elle n'a pas fait des dénis à chaque fois. Ensuite, quand il y a une succession de dénis, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir quel était le suivi, quel peut être le suivi pour toute une famille. Est-ce qu'on peut mettre en place la PMI ou autre? Voilà, c'était surtout ça, en fait, les questionnements. Voilà. Pour finir, on voulait vous présenter quelques conclusions du rapport avec une diapo qui va vous présenter les chiffres en termes d'évitabilité. Donc le comité d'experts, après l'étude d'un dossier bien documenté, hein, et j'insiste sur le fait d'un dossier bien documenté pour pouvoir discuter de l'évitabilité. Dans le cas donc de ces décès maternels de cause psychiatrique, le comité a donné en termes d'évitabilité possiblement ou probablement que ça concernait 79% des cas, sachant que ces 33 dossiers qui ont été très bien documentés, qui ont permis au comité de pouvoir bien statuer sur l'évitabilité. Donc tous n'ont pas pu être caractérisés sur cette évitabilité. Donc une fois qu'on a au comité la possibilité de pouvoir détailler ces facteurs pour voir majoritairement où est-ce que il y a on va dire soit des soins inadéquats ou des défauts d'organisation du système de soins ou les défauts d'interaction avec la patiente. Et on voit que pour les suicides, il y a une part très très importante de la contribution des facteurs liés à l'organisation des soins, avec des items qui sont essentiellement sur des traitements médicamenteux ou des prises en charge inadaptées ou des défauts diagnostiques, c'est-à-dire le diagnostic est non fait ou fait avec retard, avec effectivement
des défauts de prise en charge sur la spécificité de la période périnatale par les psychiatres, et puis les facteurs de stress psychosociaux des patients qui sont insuffisamment pris en compte et qui vont en tout cas contribuer à caractériser certains soins inadéquats. Secondairement, les défauts d'organisation des soins. Donc, comme on l'a dit, c'est essentiellement des défauts de communication entre les intervenants et puis des absences d'orientation spécialisée. Enfin, le défaut d'interaction patient de système de soins ou patient entourage système de soins. Donc, c'est la part la plus importante dans les décès maternels. C'est pour les suicides, parce que c'est 76% des cas où on a des défauts d'interaction, et notamment avec le refus de soins ou les défauts majeurs d'observance, qui peuvent aussi être de la famille, qui refuse les hospitalisations en se disant que voilà, la mère ne peut pas être séparée de l'enfant, alors que l'enfant peut être le facteur de stress majeur. Et donc voilà, ces défauts d'interaction sont très représentés dans les suicides. Et il faut savoir que voilà, un refus de soins, c'est un signe d'alerte en soi. Voilà. Sur les questions d'évitabilité. Et je sais que voilà, Marie-Noël, je mets la slide sur les take-home messages. Oui, donc en fait, tous ces petits messages, c'est surtout de rechercher les facteurs de risque personnels et familiaux, de dépression périnatale tout au long du suivi de la grossesse et du postpartum. Donc savoir comment ça s'est passé en fait pour les grossesses précédentes ou pour les IVG ou pour les fausses couches. C'est sensibiliser et former l'ensemble des professionnels de santé sur la santé mentale des femmes en période périnatale, que ce soit donc les sages-femmes, les médecins traitants, les pédiatres aussi, parce qu'ils vont voir les enfants par la suite, et donc les mamans aussi. Dépister les symptômes de troubles mentaux par tous les professionnels au contact des femmes pendant la grossesse et l'année qui suit l'accouchement, et puis informer les femmes enceintes, leur entourage sur la dépression périnatale, donc déstigmatiser, et puis enfin donc développer une réponse territoriale des collaborations ville-hôpital, maternité-psychiatrie, psychiatrie, pédopsychiatrie, et puis médecine de ville et psychiatrie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas pour toute votre attention. Et là, donc, vous pouvez retrouver l'intégralité du chapitre donc sur le site qui s'affiche, et surtout aussi signaler un décès possiblement maternel en contactant le NCMM, donc sur ce site-là. Voilà, sur ce lien-là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis pour ce webinaire. Merci Marie-Noël, merci Coralie, Merci. merci Véronique. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont tombées justement, on parlait j'ai plus le terme exact, de coordonner voilà le réseau ville-hôpital et de travailler sur l'annuaire. Justement, j'ai une question. Y a-t-il un annuaire des psychiatres spécialisés en périnatalité par département, région? Alors, les réseaux de santé périnatale ont clairement mis en place des annuaires avec que ce soit voilà, sur les professionnels du territoire dans lesquels les maternités sont ancrées dans le réseau, et avec aussi beaucoup de liens d'associations aussi locales qui viennent aussi en support pour pouvoir aider en tant que personne ressource. Bon, je pense à l'association Maman Blues qui est très très active aussi par rapport à ça, et qui a une cartographie sur toute la France avec des référents aussi pour que ce soit professionnel ou voilà ou moins professionnel, mais en tout cas pouvoir aussi avoir une écoute. Oui, parce que parfois, c'est pas forcément le professionnel de santé qui va être écouté par la patiente, mais le fait qu'une femme qui a vécu ça ou qui s'en est sortie, enfin qui peut en parler tout à fait différemment. Et donc ça, c'est comme dans toutes les autres pathologies, hein, la place des associations d'usagers ou de patients, c'est très important. Et là, cette association est très, très, très active et présente. Et concernant donc justement les centres, c'est plutôt les services de psychiatrie ou c'est vraiment un service de périnatalité
c'est pas une émanation du service de périnatalité de la maternité, c'est C'est de la le service de psychiatrie. psychiatrie Oui, intersectoriel qui viendra, voilà, qui se fera voilà. Et sur puis la souvent qui intervient d'ailleurs dans les maternités. Mm. Voilà. Mais ce sont des services de psychiatrie. Et qui sont soit qui peuvent être dans les services de pédopsychiatrie ou alors donc très proches des maternités. Et alors, une question, il y a aussi quelques personnes voilà, qui viennent de faire la formation en premier secours en santé mentale, Mhm. qui va justement, qui peut peut-être aider pour être alerté, dépister ces troubles Bien sûr. psychiques. Est-ce que le dispositif Mon soutien psy peut être parce que parfois on parlait Oui, de difficultés psychosociales, jusqu'à preuve du contraire, le psychologue n'est pas encore remboursé malheureusement pour non. tout et tout le monde. Mais ça Ça peut peut être une déjà aide. être une aide. Mm. Et puis il y a aussi le 3114, hein, ce qui est le numéro d'appel suicide. Et puis il y a le suicide écoute aussi. C'est-à-dire que ça, on peut aussi les conseiller. C'est une écoute. Donc ça, c'est important. Voilà, donc pour orienter les femmes qui ont des idées, enfin, pour un soutien, en fait, voilà. Et si vous avez j'allais dire un petit doute, vous avez l'impression d'avoir une suspicion, mais vous vous doutez bien que voilà, la jeune femme en face de vous va pas forcément être preneuse d'une prise en charge tout de suite, parce que c'est assez difficile. On a l'impression on peut être à la fois dans le passage à l'acte, donc la personne va nous échapper, ou dans la résistance et le déni. Euh, Parce que par le fait même de poser un diagnostic ou de suspecter des difficultés, on pourrait incriminer ou stigmatiser, on va dire. Comment on peut parler à ces femmes qui sont en difficulté sans les faire fuir? Déjà, il D'abord, faut oui, pardon. non, Allez-y, vas-y. Véronique. Bah, En il faut fait, les si écouter. Ouais, c'est tout, hein. les écouter, et puis surtout, peut-être qu'il faut reproposer un rendez-vous très proche, et surtout voir le conjoint. S'il y a un conjoint ou un entourage, je pense qu'il faut absolument s'appuyer sur le conjoint pour voir un peu ce qui se passe aussi à la maison. Et le PDS? Le Oui. PDS, là, vraiment, c'est un outil qui peut être utilisé pendant la grossesse, même s'il y a peu de suicides dans notre cohorte pendant la grossesse. Faire le PDF est validé pour Mm. une évaluation pendant la grossesse et puis être faite autant de fois que nécessaire. C'est un peu, Mm. c'est comme l'interrogatoire. Quand on dit tout au long du suivi, il faut être attentif, mais en fait, les symptômes peuvent apparaître et puis et peuvent apparaître. Il y avait un cas où c'est une femme qui avait de grosses angoisses, beaucoup d'anxiété, qui a beaucoup consulté, puis ça a été mieux. Ça a été mieux en fin de grossesse, et puis Mm. c'est ressurgi après l'accouchement. Donc, toutes ces variations, on peut enfin, c'est une aide, hein, c'est pas on peut pas dire qu'on va diagnostiquer tout le monde avec le PDS, mais vraiment, faut pas hésiter de la refaire à chaque fois qu'on a un doute, et par des professionnels différents. C'est un peu, c'est un test, hein, c'est comme, Mm. enfin, vous avez vu les questions, je dirais pas que c'est le test qu'il y a dans les journaux, parce que c'est tout à fait sérieux et validé scientifiquement. Mm. Mais vraiment, on Mais peut c'est proposer ça facile. en disant, il y a 10 questions, on peut vraiment proposer ça aux femmes en disant: «Bah, écoutez, ça m'aiderait à vous comprendre, de comprendre où est le problème, de répondre à ça». Et on peut le faire dans toute l'année qui suit l'accouchement ou l'IVG ou même la fausse couche, hein. Voilà. Et de pouvoir en parler en fait de cette vulnérabilité qui pendant la grossesse, hein, que ce soit pendant les cours de préparation à l'accouchement, sans non plus paniquer les patientes, mais de pouvoir aborder cette vulnérabilité. Je pense que les patientes, si on leur en parle pendant la grossesse, après en postpartum, c'est plus facile, je pense, pour elles aussi de
peut-être voilà, d'en parler plus facilement avec le professionnel et puis de moins, on va dire, cacher les symptômes en se disant, oh, bah, c'est pas normal ce qui m'arrive, j'en parle pas, avec un sentiment un peu de culpabilité. Moi, je voulais aussi revenir et insister sur le fait que autant les femmes qui consultent beaucoup aux urgences, effectivement, c'est un symptôme d'alerte, mais également les inquiétudes pour l'enfant. Des femmes qui consultent beaucoup Ah pour leur oui, enfant, il mange c'est pas, il vrai. dort pas, Ouais, il a mal, ouais, ouais, etc. ouais. Finalement, c'est un peu trop. Quand on a ce Mm, sentiment de un peu trop, C'est pas c'est anodin. peut-être la mère qu'il faut regarder et pas mm, mm, forcément mm, 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 l'enfant, mm. parce que l'enfant, c'est une éponge, hein, il est le reflet de cette relation, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y avait un autre aspect aussi, alors là qui peut être un peu piégeant, c'est les spécificités culturelles. Euh, voilà, d'abord les femmes qui sont issues de l'immigration peuvent être plus isolées que les autres. Il y a parfois des problèmes d'échange et de langue, des difficultés de langue qui font que ben, les échanges sont plus. Et puis des interprétations que nous, qui sommes professionnels de santé en France, avec une formation en France, peut-être qu'on ne comprend pas forcément bien l'expression des symptômes chez des femmes qui sont d'origine culturelle un peu différente et qui ont grandi surtout dans un milieu culturel différent. Et donc ça, il faut se méfier de ça, parce qu'il y a quand même une surreprésentation enfin, de femmes qui sont en précarité, hein, mais on sait que la précarité, elle est liée aussi à ça. Et Donc je ça reviens peut être. là-dessus, le PDS est disponible en plusieurs langues, hein, à peu près une vingtaine de langues, hein, on peut le trouver, hein, et très facilement. Oui, le PDS, c'est sur Internet, hein, vous tapez EPDS. EPDS, ça veut dire échelle. Edinburgh Postnatal Depression Scale. C'était de l'anglais, j'étais mal partie. Mais merci, Coralie. Oui, vous êtes plusieurs sur le clavardage à nous donner enfin, des orientations, des astuces, j'allais dire. Le 31-14, le réseau Vigilance, Mm. évidemment l'entretien prénatal, Le l'entretien postnatal postnatal. précoce aussi, surtout aussi. Voilà, pour ceux et celles qui, ça dépend de votre métier, hein, de faire la formation PSSM. Et c'est vrai que faire la différence entre, alors attention à l'autodiagnostic, nous dit Sonia. Euh, c'est vrai que comment faire la différence entre une femme normalement épuisée, je vais me faire taper dessus, mais voilà, en effet, il y a des changements de rythme qui peuvent quand même, voilà, fatiguer de manière physiologique et de l'asthénie, on va dire psychique prononcée. C'est aussi tout l'intérêt peut-être de connaître et d'avoir suivi sa patiente et de bien la. Je dois dire que l'insomnie, par exemple, c'est un symptôme qui est difficile parce que moi, j'avais l'habitude de dire que quand même, la maternité, c'est pas la période de sa vie où on dort le mieux, hein, entre le fait d'être réveillé la nuit, enfin, déjà en fin de grossesse, parfois de l'inconfort physique, hein, simplement à être sur le dos quand on a l'habitude de dormir sur le ventre ou quand on a l'habitude de dormir sur le dos. Quand on est enceinte en fin de grossesse, c'est un peu compliqué. On peut être simplement un inconfort, hein. Donc bon, voilà. Et puis après, il y a des nuits qui sont un petit peu hachées, hein, ça c'est clair. Donc c'est un symptôme un peu difficile, mais il faut qu'il y ait, il y a de l'ordre de la plainte au-delà voilà, et puis il y a d'autres symptômes, hein. Ce sont des petits signes d'alerte, mais bon, voilà, il faut juste que ça passe, que ça alerte. C'est pas des symptômes de diagnostic, c'est des symptômes d'alerte. Et une insomnie, quand on est déprimé, c'est une insomnie où on rumine. C'est-à-dire quand vous êtes épuisé par l'enfant qui va vous réveiller,
c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, l'insomnie, c'est quelquefois une insomnie d'endormissement. Au moment où l'enfant vient de téter, vous devriez vous dormir. C'est des ruminations. Et les ruminations, c'est quoi? C'est j'y arrive pas, je suis épuisée, je me sens nulle. C'est ces idées-là d'incompétence, en fait, qui vont être ruminées. Et puis, c'est aussi des réveils fréquents alors que l'enfant ne se réveille pas. Mm. C'est des angoisses au moment des réveils. C'est tous ces symptômes-là. Dans le PDS, c'est aussi l'ensemble de plusieurs petits items qui va le faire pencher vers probablement un état dépressif. Et en tout cas, c'est l'item 10 qui alerte sur éventuellement des pensées suicidaires. C'est avez-vous pensé à vous faire du mal? Donc c'est cet item-là qui est important pour essayer de creuser pour voir s'il n'y a pas des idées de suicide dans la tête. Et c'est vrai que quelquefois, on n'ose pas dire aux gens, est-ce que vous avez envie de vous suicider? Est-ce que vous avez des idées de suicide dans la tête? Surtout quand on vient d'avoir un bébé, ça va être difficile de poser la question comme ça. Mais par contre, cet item-là, s'il score, à ce moment-là, il faut essayer de creuser. Est-ce que ça répond à la dernière question du coup de Marion? Est-ce qu'il reste des questions? Je sais qu'on peut pas, on peut pas ouvrir les micros. On est 80, on peut pas ouvrir les micros. J'en suis désolée. Est-ce qu'il reste quelques dernières questions? Bien. Véronique, Marie-Noël, Coralie, est-ce que vous souhaitez conclure? Un mot, un conseil, une bouteille à la mer? Ouais. Bah déjà, voilà, un webinaire comme celui-ci, déjà, c'est vraiment, c'est super. On pourra effectivement, on peut en parler longtemps et puis on peut échanger. Et il faut échanger surtout, pouvoir diffuser les informations, pouvoir mettre des outils dans les mains de tous et avoir une véritable prise de conscience aussi autour de ça. Et c'est vrai que depuis quand même, on va dire, je sais pas, peut-être 2 ans, on sent quand même que on s'en empare et qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, des petites applications, des, des, du soutien et que l'information est vraiment relayée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Et inclure l'entourage, le conjoint, l'entourage, vraiment et déstigmatiser. Moi, c'est vraiment ça, c'est déstigmatisons et voilà, ouvrons la communication autour de ça et pour que les patientes aient pas de culpabilité à en parler. Oui, moi je voudrais. Marjolaine nous pose la question, quels sont les centres experts? Enfin, est-ce qu'il y a des centres experts? Périnate, les centres experts, c'est surtout les maternités de niveau 2 ou 3 qui vont avoir des psychiatres spécialisés en périnatalité. Donc, c'est plutôt ça. Et sinon, les consultations de psychiatrie périnatale, tout ça, en fait, ça dépend des régions. Ouais, exactement. Donc, ça dépend. Donc, je ne sais pas où vous êtes. Voilà. Moi, je voudrais insister, comme a déjà dit Coralie, mais c'est le travail en équipe. Faut pas rester tout seul devant un questionnement quand on a une patiente qui pose question à soi, hein, en tant que professionnel de santé, quelle qu'on soit, puéricultrice, infirmière, même un kiné lors de la rééducation périnéale. Je dis même, c'est pas, ça peut paraître beaucoup plus lointain, mais n'empêche que c'est vraiment important de ne pas rester tout seul parce que c'est le travail multidisciplinaire, multi-professionnel qui va permettre d'entourer cette femme. Parce qu'on ne sait pas quel est le professionnel de santé qui va avoir l'accroche avec elle et qui va pouvoir l'aider à progresser. Mais il faut un environnement comme ça qui soit pluriel. Et puis la deuxième chose, c'est presque un message, c'est il faut arrêter de penser que tout le monde est très heureux quand on a un enfant. Je le dis avec des mots très basiques, mais non, il y a des femmes qui sont pas du tout, ce n'est pas un moment heureux dans leur vie, c'est un moment de difficulté et qui est tout à fait surmontable, hein, accompagné. Mais voilà, et ça, le rôle de l'éducation du public, de l'entourage, des familles, pour dire
eh bien, il y a des femmes pour lesquelles cette période-là n'est pas une période très heureuse. Rien que ça pourrait aider ces femmes qui sont en difficulté. Par rapport, j'ai une dernière question que j'avais oubliée, je fais remonter. Alors, changer le regard et aussi, est-ce qu'il faut changer la date de l'entretien postnatal? Est-ce que, Margot nous demande, est-ce que l'entretien postnatal n'arrive peut-être pas un peu tôt au vu des dates qui sont collectées dans l'enquête? Et également, en effet, deuxième question, est-ce que les sages-femmes et les kinés de ville qui pratiquent la rééducation périnéale peuvent aussi être des acteurs de dépistage? Bien sûr. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Et alors la date de la visite postnatale, enfin de l'entretien postnatal, pour C'est 4 certaines à 8 femmes, ça semaines. sera le bon Mais moment, bon, mais pour d'autres, ça sera pas le bon moment. C'est toujours pareil, hein, c'est le fait de réitérer le questionnement et demander aux femmes comment ça se passe à la maison, comment ça se passe avec votre mari, comment ça se passe avec le bébé à la maison, comment ça se passe dans votre famille, avec la famille, parce que c'est là où on tire des ficelles, un petit bout du fil et qui permet de repérer quelque chose qu'elle n'aurait pas dit forcément très spontanément. Mais il n'y a pas de moment, puisque vous avez vu, ça peut être très tôt, ça peut être très tard. C'est et ça voilà. peut être aussi, on en parlait en lien avec souvent là aussi la reprise du travail, hein, qui est quand même très impactant aussi en postpartum, hein, pour les patientes. Hein, donc je pense que si l'entretien postnatal précoce 4 à 8 semaines permet, comme dit Véronique, de tirer des ficelles, aussi que la patiente prenne conscience que voilà, qu'on est aussi soutenant dans cette période et qu'il y a un entretien où on va aussi prendre soin de toute cette composante. Est-ce que voilà, et pouvoir parler de la reprise du travail, de l'organisation à venir, etc. Et déjà dans la tête des patientes, ça pose des jalons et je pense que c'est un moment voilà très important et leur dire de réitérer la consultation, qu'elles aient une vigilance sur cette période-là. Voilà, maintenant on peut refaire voilà des consultations après l'entretien postnatal précoce, hein, si on sent déjà une fragilité, des questionnements ou un EPDS qui est pas forcément qui score pas très fort, mais qui score pas non plus qui est intermédiaire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Marie-Noël, mais Si, tout à fait, tout à fait. On peut finir l'entretien postnatal en disant et si vous avez besoin, je suis à votre disposition, revenez, même si on n'a rien perçu de particulier. Je pense que tous ces entretiens, il faut laisser une ouverture pour qu'elles puissent revenir. Bien. Je vais faire la petite. Si on a terminé les échanges, j'en profite, je fais la minute autopromotion du CHEM sans vergogne. Euh, on a déposé une formation à l'adresse des sages-femmes qu'on va faire, je crois, au mois de septembre, justement autour de l'entretien postnatal précoce. On va très clairement parler, là, sans aucun filtre, ouais, très directement parler de la dépression, du postpartum et des troubles, on va dire, des troubles précoces de l'interaction entre la mère et l'enfant. Bref, voilà, ça va être l'occasion de développer ce dont on a déjà commencé à parler ce soir. Voilà. Si le cœur vous en dit, ce n'est qu'ouvert aux sages-femmes parce que c'est trop compliqué de faire des choses pour les pour les deux professions, médecins et sages-femmes. On préfère, je pense qu'on a deux cultures différentes, donc on n'est pas encore prêt. Je vais pas me faire des amis à dire ça. On n'est pas encore dommage. prêt. On fonctionne pas exactement pareil. Donc pour le moment, je n'ai pas pris le risque de mélanger les deux. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes, la même culture. Euh, donc voilà, avis aux sages-femmes intéressées. Et puis encore une fois, merci beaucoup Véronique, Coralie et Marie-Noël d'avoir répondu présente. Euh, oui, il y a vos adresses, je crois qu'il y a vos adresses si vous avez des questions ou vous n'hésitez pas à leur envoyer directement.
Et puis, voilà, je pense Merci à qu'on a vous. fait le tour. Merci pour Merci à votre tous Merci. invitation. Merci et beaucoup. à toutes. Et Eh bien, puis, merci à une beaucoup. prochaine fois. Passez une bonne Très soirée. bonne Merci fin de encore. soirée. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.